Ouais, il faut se faire remarquer là. Alors, bonsoir à tous et donc merci d'être venus. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Hélène de Guiche. Je suis candidate suppléante pour les législatives pour la première circonscription. Merci. Donc, nous sommes très heureux ce soir de vous voir aussi nombreux pour cette soirée de lancement pour notre campagne des législatives, même si pour nous elle a déjà commencé, puisque nous supportons un programme commun donc aux élections présidentielles, celui de l'avenir en commun. Voilà. Nous sommes aussi très fiers des résultats qu'ont fait les Insoumis sur cette première circonscription de la Charente-Maritime. On peut être fiers de nous, on est fiers de notre travail aussi que nous avons fourni, et j'ajoute qu'à l'heure actuelle, il y a 17 groupes d'appui sur la CDA. Mais il reste encore beaucoup à faire, beaucoup de travail pour gagner ces législatives et pour faire barrage aux extrêmes. Donc ce soir, je vais vous présenter le déroulement de la soirée. Alors nous allons avoir un petit débat entre nous sur effectivement les résultats du premier tour, le résultat des premiers tours des présidentielles. Ensuite, nous allons avoir un temps de réflexion en groupe et notamment on va avoir besoin de vous, on va avoir besoin de vos idées pour gagner ces législatives. Vous allez voir, ça va être un petit travail sympa, ça va se faire dans la convivialité, ne vous inquiétez pas. Donc on a besoin d'idées et de créativité, et surtout d'idées neuves pour relancer cette campagne. Et puis après, on fera une petite synthèse entre nous sur les idées que vous avez eues. Voilà. Et enfin, il y aura, on va partager un petit moment ensemble avec un petit verre, un petit repas, un petit moment convivial, même si c'est toujours convivial chez nous. Voilà. Et une dernière petite chose, vous avez au niveau des tables qui sont derrière vous, vous avez des petits papiers où vous allez pouvoir noter vos coordonnées, vos adresses, pour qu'on puisse vous contacter, si vous avez envie, vous contacter pour vous donner des informations et aussi pour vous tenir au courant de ce qui se passe pour les législatives. Voilà. Mais avant tout ça, je vais laisser la parole à notre candidat Cédric Ruffier. Alors, avant toute chose déjà, je voulais remercier déjà tous les citoyens et les citoyennes qui se sont investis de quelque façon que ce soit directement en faisant la campagne ou en allant aux urnes, c'est un investissement. Mais je voulais les remercier pour avoir défendu les valeurs qu'on défend à travers l'avenir en commun. C'était quand même une belle campagne, il faut l'avouer. Même s'il y avait des différences culturelles, des différences de valeurs générationnelles, on a toujours fait en sorte de travailler ensemble et vers un but. Ce but, bon, c'était les présidentielles, entre autres, mais ce but, c'était l'avenir en commun. Et c'est vrai que cette campagne, elle nous a permis aussi de montrer qu'on peut s'enrichir uniquement par le partage, par l'acceptation de l'autre, avec et pour ses différences, et puis l'entraide mutuelle. Mais bon sang, mais qu'est-ce que cette campagne est riche en émotions contradictoires aussi. Avouons-le. La joie qui a suscité ce mouvement, d'accord, ça a laissé la place à la surprise des résultats, à la colère même à certains, et même à la peur. Parce que là où on en est actuellement, certains en arrivent à avoir peur de ce qui se passe. C'est vrai. Après, c'est normal. C'est normal. On n'est pas au deuxième tour, c'est un fait. C'est normal, mais la prochaine étape, ça ne doit pas être la résignation. La prochaine étape, justement, c'est de rajouter encore de la détermination,
d'y aller comme on y était allé pendant la campagne présidentielle. Parce que la législative, c'est rien d'autre que la continuité des présidentielles. Ça a toujours été ça pour nous, comme Ilham l'a dit par ailleurs. Et si vous voulez, nous, ce qui nous intéresse, c'est de donner la possibilité à tous les humanistes qui ont voté pour la France insoumise, qui ont voté pour l'avenir en commun, de retrouver cet espoir qui était justement ce qui nous a permis d'avancer ensemble, de retrouver cet espoir et cette fois-ci de le transformer en joie. Parce qu'on veut être présent à l'Assemblée nationale. Parce qu'on ne fait pas ces élections pour faire de la figuration. On fait ces élections pour les gagner. Ça, c'est une chose. Ensuite, on peut quand même se baser sur autre chose que des sondages pour ça. On peut se baser sur des résultats. Les résultats, c'est que nationalement, Jean-Luc Mélenchon a fait 19,6%. D'accord? Jean-Luc Mélenchon, c'est le candidat de la France insoumise. Mais 19,6%. Mais dans cette circonscription, on a fait 21,09. C'est quand même pas mauvais. Et sachant que sur La Rochelle même, on est à 24,83. Sur plein d'autres villes tout autour, on est second. Enfin, c'est quand même très intéressant. Et même dans certaines villes, des villes dorées. C'est pour dire. Mais bien que positif, on ne se satisfait pas de ce genre de choses. Comme je vous disais, on doit vraiment être représenté à l'Assemblée nationale. Et je tiens à préciser que si on appelle de moyens, on a des idées. On va encore le prouver ce soir dans un troisième temps. Mais quoi qu'il en soit, il faut avouer qu'une campagne, quelle qu'elle soit, elle nécessite aussi des moyens financiers. Donc je préfère le dire de suite, on a besoin d'argent, et pour ce faire, on a besoin de vous. Pour ça que nous, dès à présent, on lance une campagne de dons pour les législatives. Donc évidemment, on donne selon ses moyens, c'est le but. Hein. On lance une campagne de dons auprès de vous, on va lancer une campagne de dons plus générale avec le mailing et autres, mais vous êtes là. Donc c'est à travers vous qu'on commence à lancer cette campagne. Et de toute façon, cette campagne, ces moyens nous permettront justement de créer les supports qui nous permettront d'avancer et donc de gagner. Parce que c'est toujours pareil, c'est la finalité, gagner. En attendant, on va revenir sur les faits actuels. C'est fort là, hein? Ils sont clairs, nous ne serons pas au pouvoir. Pendant les 5 années à venir, c'est pas nous qui allons décider. D'accord? Et il nous faudra attendre encore 5 ans pour pouvoir à la fois réparer ce qui a été détruit les 5 années précédentes, mais ce qui va être détruit dans 5 années, d'ici 5 années. Alors évidemment, c'est pas parce que actuellement un front populaire se crée à juste titre hein, autour des idées racistes, xénophobes et dégueulasses de Marine Le Pen, qu'on ne doit pas aussi partir du principe que le leader d'En Marche ne représente pas un profil dangereux, dans une moindre mesure, mais quoi qu'il en soit, pour l'écologie, pour l'humain, pour la dignité de chacun de nous et de ceux qui nous entourent. Parce qu'on ne peut pas, quand bien même il soit président, ce qui a de grandes chances d'arriver, on ne lui donnera jamais un blanc-seing. Notre but, c'est justement de combattre ce genre d'idées. Alors oui, la majorité a voté pour ce duel. D'accord? Oui, on pourra très bien dire aux gens qui ont voté pour l'un des deux, on pourra leur dire quand ils seront dans la rue en train de voter, en train de crier pour des droits qui pensaient acquis, on pourra leur dire, oui, oui, on avait raison, on vous avait prévenu. Non mais c'est vrai, mais après, on fait quoi? On laisse se débrouiller? Mais non. Mais non, parce qu'on a basé la majeure partie de notre programme d'avenir en commun sur la solidarité. Donc non, on ne les laissera pas se débrouiller. On ira dans la rue avec eux, on ira se battre avec eux. Parce que nous, on est contre toutes les injustices. Et, comment dire, on est tous interdépendants en fait. Et ce qui est bon pour l'un, enfin ce qui est bon pour tous, en tout cas collectivement, est bon pour chacun individuellement. Donc partant de ce principe, de toute façon, on se battra même avec ceux qui,
jusqu'à présent, nous prenez pour des idiots, avec ceux qui nous pointaient du doigt comme étant des extrémistes, comme étant des fous. Ben oui, mais on se battra pour eux. C'est comme ça. Et ces 5 prochaines années, voilà, ces élections, elles sont capitales. Les 5 prochaines années, par contre, ça sera l'occasion pour nous de nous organiser. Et de prendre une place prépondérante dans l'espace politique local, mais aussi national. Mais là, je parle un petit peu de local. Je vais faire une petite parenthèse locale. À travers des voix de citoyens et de citoyennes qui sont concordantes. Et parce qu'en fait, les enjeux nationaux, ils sont toujours liés aux enjeux locaux. Ou très souvent. Donc voilà, j'ai 2 exemples à vous donner. Le premier, localement. Le premier, c'est l'écologie. Est-ce que vous savez que sur le secteur Lalleux, Chef-de-Bay-La Palisse, il y a 6 entreprises Céveso. 6. Céveso, c'est des entreprises qui stockent, qui manipulent on va dire, des produits dangereux. C'est pour le moins, d'accord? Ces entreprises, elles sont très proches les unes des autres, mais aussi très proches des habitations. La question qu'on peut se poser en tant que citoyen, c'est qu'est-ce qui se passe si l'une d'entre elles vient à péter? Excusez-moi du terme. Qu'est-ce qui se passe? Oui, on sait bien que les risques sont maîtrisés, mais à AZF, les risques étaient maîtrisés également. On n'a aucune information qui nous vient de la part de ces entreprises. En tant que citoyen, on est quand même les premiers intéressés. De la même façon, qu'est-ce qui se passerait? Imaginez, vous avez un train, des trains régulièrement, qui traversent La Rochelle, remplis d'hydrocarbures. Ils passent à côté de l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe là, si ce train venait à péter? On est d'accord, les risques sont maîtrisés. Mais là, n'empêche, à Lac-Mégantic, au Québec, un train du même genre a explosé, causant la mort de 47 personnes et causant des dégâts incroyables sur 2 km à la ronde. Je ne suis pas du tout en train de vous dire, attention, vous allez tous mourir. C'est juste que, vous allez voir aujourd'hui. De la même façon, les risques sont maîtrisés jusqu'au moment où il y a un problème. Une fuite, par exemple, comme à Picoty récemment, qui est tombé dans quand même une quantité non négligeable d'hydrocarbures, s'est déversé dans la nappe phréatique. Et il a fallu attendre 8 jours avant que le directeur de Picoty n'en informe la presse. Bon, à côté de ça, on a quand même un collectif d'associations qui se bat pour qu'on puisse avoir ce genre d'informations. J'y reviendrai. Toujours sur l'écologie. La qualité de l'eau et de l'air sur La Rochelle. On peut en parler un petit peu aussi. À l'heure actuelle, si vous voulez, sur le port de La Palisse, ils sont en train de faire un plan pour draguer le port afin de faire venir des plus gros cargos céréaliers. Le problème, c'est que dans ce port, les boues sont extrêmement toxiques et polluées. Et qu'en draguant, on peut faire remonter des microparticules à la surface. D'accord? Alors, est-ce qu'à un moment donné, il a été, je ne sais pas, évoqué, ne serait-ce que l'idée d'en référer à la population pour savoir si ça valait le coup de faire venir des plus gros cargos céréaliers? Et quand bien même la population détermine que ça vaut le coup, de quelle façon on le fait? Parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. On ne va pas rentrer dans les techniques, mais il y en a qui sont plus ou moins, on va dire, rapides, mais qui ne sont pas forcément efficaces. Ça, c'est un exemple, mais de la même façon, on pourrait se poser la question de la qualité de l'eau, de l'air, de la terre. Est-ce qu'on peut avoir un jour des relevés précis, non pas sur une pollution qu'il peut y avoir dans l'eau, comme les matières fécales par exemple, c'est une forme de pollution, mais sur l'ensemble des pollutions, sur les cocktails polluants. C'est-à-dire que sur les interactions entre les différentes pollutions qui viennent de l'eau, de l'air, de la terre, et de savoir à quel point ça agit sur notre santé également. Enfin, c'est quand même un petit peu important d'avoir ce genre d'outil, qu'on n'a pas. Donc là, je vous disais tout à l'heure qu'on a des collectifs qui nous permettent d'accéder à l'information.
On a un collectif dont l'association Respire, où M. Raymond Bosier est ici, qui est le président de l'association Respire. On a un collectif qui va chercher l'information pour vous et pour que vous puissiez avoir les informations justement relatives à ces problèmes de pollution. Et quand je dis qu'il va la chercher, en général, il faut forcer les portes, hein, parce que qui que ce soit ne la donne pas de manière facile, en général, l'information. Donc, on a des outils. On a des outils. Il faut savoir comment nous, en tant que citoyens, et je ne parle pas que de la France insoumise, on est avant tout des citoyens ici. Comment nous, en tant que citoyens, on se les approprie. De la même façon, l'eau d'ici, alors si vous voulez, vous allez avoir le... Comment ça s'appelle? Oula, je commence à être perdu. Si, la loi NOTRe. La loi NOTRe qui va imposer aux agglomérations de nouvelles compétences. Et l'eau en fait partie. D'accord? La gestion de l'eau. Si vous voulez, il y a eu un forum sur l'eau publique qui a été organisé par le collectif Eau publique 17, où Gabriel Amar, qui est un expert, a démontré par A plus B comment le fait de gérer l'eau en régie publique revenait moins cher à la fois à la collectivité, aux citoyens, et en plus c'était de manière générale mieux géré, puisqu'on sait très bien que la collectivité, en général, ne cherche pas à générer des profits. Et donc, si vous voulez, la loi NOTRe impose jusqu'à 2020, en fait, de passer de ce transfert de compétences. La commune de La Rochelle a proposé de l'avancer à 2018. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'a pas été prévu de concertation citoyenne pour savoir s'il valait mieux avoir une régie communautaire, comme il existe une régie déjà municipale à La Rochelle, il suffirait juste de l'étendre en tant que communauté. Il n'a pas été prévu de savoir si on avait prévu une régie communautaire ou si on allait le donner à une délégation de service public autre. D'accord? Moi, ce que je veux, c'est que quand M. Perrin, qui est le délégué à l'eau à La Rochelle, le délégué municipal à l'eau, a vu M. Amar ce jour-là, puisqu'il était là, il a compris que, oui, en effet, ça coûtait moins cher, et que les rapports d'expertise privés qui lui avaient dit le contraire étaient pour le moins erronés. Donc, nous, ce qu'on doit faire à l'heure actuelle, c'est appeler dès à présent, et là, je vous invite, vous, en tant que citoyen, à relayer cet appel, appeler dès à présent M. Funkel à faire un débat sur la place publique dès la rentrée 2017 pour pouvoir, avec des avis contradictoires, hein, M. Amar qui peut venir, des comités d'expertise indépendants qui peuvent venir également, un débat public, d'accord, pour pouvoir savoir si les citoyens seront capables de décider si la gestion de l'eau doit se faire de manière municipale, enfin, doit se faire sous une forme de régie ou sous une forme privée. C'est le principe de la démocratie. C'est ce qu'on a tendance à oublier. En général, on a tendance à, quand on voit un élu, on lui donne un mandat pendant 5 ans, puis, allez, c'est bon, débrouille-toi. Et il y a des associations qui existent, 717 existe, Respire existe, mais ce ne sont que des outils. Si une fois, quand on a l'information, nous on en fait quoi en tant que citoyen? Il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on soit des... Là je reviens sur la France insoumise, il faut que les groupes d'appui, quel que soit le nom qu'ils ont à l'avenir, il faut que ces groupes d'appui, ils existent et qu'ils continuent. Il faut qu'ils fédèrent autour d'eux sur des idées, sur des actes. Il faut qu'ils soient force de propositions aussi, pas que de contestation, mais évidemment de contestation, mais aussi de propositions. Il faut que ça devienne des groupes citoyens, en fait. C'est ça qu'on a essayé de créer à la France insoumise. Et c'est ça qu'on veut continuer. Là, je vous parle de manière locale, mais de manière nationale. En fait, si vous voulez, grosso modo, là, ce que je vous propose à l'heure actuelle, c'est de se forcer à faire une 6e république locale. D'accord? On est notre propre constituante. On va faire en sorte de faire entendre la voix du peuple, la vox populi. Ça, c'est important. Ça, c'est important parce que, avant toute chose,
il ne faut pas croire que tout vient du national, tout vient de nous. Moi, je m'engage à porter la voix au niveau du national. Ça, c'est une certitude. Mais il faudra, quoi qu'il en soit, qu'on soit présent au niveau local et qu'on combatte au niveau local. Qu'on combatte pour des idées, qu'on propose, qu'on avance. Parce que, en fait, ce que dit notre candidat, il veut... Ça se finir, Martial, c'est incroyable. Non, mais c'est exactement ce que... Il veut qu'on fasse un coup d'État démocratique local. Puisque, hein, n'est-ce pas? Tant qu'il y a le mot démocratique, ça me va. Et de la même façon, la question du contrôle se posera, par ailleurs. Le contrôle par rapport à la gestion de l'eau, par rapport à tout ça. Il faut que ce soit un contrôle citoyen. Mais, donc j'en reviens. Oui, alors, dernier petit truc. Quand je parle de réunion publique, d'accord, je tiens à préciser à M. Fontaine qu'une réunion publique, il y a des débats contradictoires. Et qu'à partir du moment où le mot contradictoire ne plaît pas, on doit quand même l'accepter. Pas comme les dernières réunions municipales, où à partir du moment où on a eu des personnes qui sont venues du moins apporter des idées pour le moins contradictoires, ça s'est transformé en huis clos. Ça ne devient plus une réunion publique, ça devient une réunion privée. C'est pas la même chose. D'ailleurs, j'en profite sur ce fait pour apporter tout notre soutien aux territoriaux, le CGT en tête, et pour les combats qu'ils mènent, justement pour les combats par rapport à leurs attributions, par rapport à leurs contrats, quand ils ont la chance d'avoir un contrat stable, par rapport au principe de, comment dire, pour que tout ça, ça tombe pas sous le joug d'un libéralisme aussi improductif qu'injuste, en fait, tout simplement. Et puis j'élargis soutien à tous ceux qui se battent au quotidien pour rendre notre quotidien acceptable. Des gens. Donc voilà. Là, tout ça, ça montre qu'on a des outils. Pour l'instant, si vous voulez, on est toujours dans la Constitution de 58. Notre 6e République, on doit la faire nous-mêmes. Et notre candidat, Jean-Luc Mélenchon, n'a pas été désigné par le peuple. Donc il nous faut une représentativité au sein du Parlement. Et je rappelle que le rôle d'un député, même s'il doit absolument garder en tête les problématiques de sa circonscription, c'est pas d'être un baron local, c'est d'être un législateur, avant toute chose. Donc pourquoi la France insoumise doit-elle être représentée via Ilham Dekish, qui est candidate suppléante, et par moi-même également? Eh bien, premièrement, parce qu'on s'est fait une sorte de spécialité de parler aux abstentionnistes. Et qu'à chaque fois aux législatives, on est à 60% de participation. J'ai regardé sur les 10 dernières années, c'était ça. Aux législatives, c'est du 60% de participation. Si on arrive à continuer le travail qu'on a commencé pour la campagne présidentielle, et qu'on fait augmenter cette participation, c'est bon pour nous. C'est bon pour nous parce que de toute façon, chaque personne qu'on va convaincre, ça sera une voix d'un lion. Donc ça, c'est notre travail depuis toujours. Et on convainc sur le fond, en plus, ce qui est intéressant. À ce jour aussi, il n'y a pas un autre candidat dans les partis majoritaires qui puisse porter à la fois des valeurs écologiques fortes et sans concession, des valeurs humaines basées sur... comment dire, oh, je suis fatigué. Alors, des valeurs humaines, tac, 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 tac. Ouais, des valeurs humaines et sociales basées sur le partage des richesses et le bien commun. Et le développement de l'esprit critique, puisqu'on nous a souvent reproché des choses, mais notre mouvement est basé sur le développement de l'esprit critique, donc le fait qu'un citoyen n'est pas une chèvre à qui on dit que tu dois faire ça, mais un être développé et qui a l'esprit critique. Et des valeurs démocratiques, en fait, tout simplement, démos, kratos, pouvoir paraître pour le peuple, c'est ce pour quoi on se bat. Parce qu'à ce jour également, il est plus facile aussi pour un représentant du peuple de se battre pour la lutte des places que de se battre pour la lutte des classes. Si vous voulez, c'est plus compliqué de représenter les intérêts du peuple au quotidien que de se représenter soi-même, en fait. D'où le principe de la politique qui est un métier. Si la politique est un métier, on fait un plan de carrière. Si on fait un plan de carrière, on ne pense pas aux autres, on pense à soi.
C'est ni plus ni moins que ça. Et donc c'est compliqué de faire... Disons que c'est pas à la mode de défendre les petites gens. C'est ça le problème. Bon, alors je peux vous rassurer, moi je suis pas là. Donc en soi, comme nous, on n'est pas un parti qui est particulièrement à la mode. Par contre, je m'engage dès à présent à prendre les coups au nom du peuple. Je m'y engage pour une raison, c'est que je vais en donner un paquet moi aussi. Et c'est vrai. On a une base de travail. On a une base de travail qui est l'avenir en commun. On ne dérogera pas de cette base. Quel que soit le député qui sera élu en France, quelle que soit la circonscription, notre base de travail, notre base de réflexion, c'est l'avenir en commun. Et on fera tout pour porter à la fois ces valeurs, mais pas que. Si on est suffisamment nombreux, on portera des lois aussi. On est là pour ça. On n'est pas là pour être juste une force d'opposition en disant « Hé, coucou, on est là, regardez ». Non, on est là aussi pour proposer. Et donc, mais de la même façon, vous aurez un travail parlementaire. Gratuit. Ça sera de vous assurer que je fais mon travail correctement. Parce que j'aurai des comptes à vous rendre régulièrement, et je le ferai. Ça, je m'y engage. Et je suis un citoyen, moi, comme vous, on est d'accord. Je suis, à l'heure actuelle, ce qu'on peut appeler un porte-parole, d'une certaine façon, puisqu'en tant que député, en tant que candidat à la députation, je suis plus amené à être devant les médias que d'autres. Mais quoi qu'il en soit, je suis un citoyen comme un autre. Et je suis un citoyen qui propose d'avancer le programme Avenir en commun, mais vous, en tant que groupe d'appui, en tant que citoyen, en tant que tout ce que vous voulez, j'aurai des comptes à vous rendre. Et vous aurez le droit de dire, attention, là tu déconnes. Et j'aurai le droit de vous dire, attention, là je sais pas trop, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que je peux en faire de cette loi, qu'est-ce que vous croyez. C'est ça aussi le travail parlementaire, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas tout seul, on est tous un groupe, en fait. Et pas qu'un groupe, on est on est nombreux normalement. En parlant de travail parlementaire, alors je voudrais juste faire une petite aparté sur un adversaire politique en particulier, Monsieur Olivier Falorni. Alors, déjà, je voudrais qu'on ne se trompe pas de combat. Monsieur Falorni, moi, on me l'a présenté comme quelqu'un de droit, de sincère et de travailleur. Et ça, je veux bien le croire. Et par ailleurs, certaines choses qu'il a fait au sein de l'Assemblée nationale, elles ont toute mon approbation. Hein. Par exemple, la lutte contre la souffrance animale via la vidéosurveillance. Même si nous, on voudrait aller plus loin, en arrêtant l'agriculture productiviste qui tend à penser les animaux comme des produits, même si on voudrait aller plus loin en faisant une agriculture 100% biologique, même si nous, on voudrait aller plus loin en arrêtant, en diminuant drastiquement la nourriture carnée, même si on pense que c'est pas assez, en tout cas, ça peut être l'amorce d'un progrès réel, en tout cas pour ces animaux. De la même façon, je suis d'accord avec lui pour la non-reconnaissance de Civitas en tant que parti politique. Je ne sais pas si vous étiez au courant, vous vous renseignerez sur ce qu'est Civitas. De la même façon également, je suis d'accord avec lui aussi pour tout ce qui est le droit de mourir dans la dignité. C'est un droit que nous, on voulait défendre auprès de la Constituante. Hein. On voulait le mettre dans la Constitution. Donc c'est quand même quelque chose qui nous est fort. Alors après, avec ces quelques points communs relatifs, vous allez vous dire, mais pourquoi il n'a pas rejoint la France Insoumise? Pourquoi cet homme qui est libre, indépendant et tout ce que vous voulez, ne s'est pas dit que c'était là un bon moyen pour faire valoir ses idées? Eh bien, tout simplement parce que la logique économique. Monsieur Macron, il a voté pour le CICE. Le CICE, c'est le joli cadeau de 40 milliards qui a été fait aux entreprises, qui leur a permis, à défaut de créer des emplois, en tout cas, de grossir leurs dividendes. Il faut savoir que, encore une fois, les entreprises françaises n'ont jamais autant versé de dividendes que cette année. Merci pour le cadeau, par ailleurs. Et donc, juste, je vais vous dire quelques chiffres, juste pour que vous sachiez. Ça a représenté, en fait, je rappelle que Pierre Gattaz avait promis 1 million d'emplois. Ça a représenté la sauvegarde ou la création, attention, on met les deux en même temps, sauvegarde ou création de 120 000 emplois. Ce qui représente par mois et par emploi 30 000 euros. 22 SMIC, charges comprises.
D'accord? Qu'est-ce que je vais dire? Alors, pour... je sais plus. Alors, les petites gens. Donc, ah ouais, Monsieur Falorni. Ah oui, c'est vrai. Alors, oui, donc imaginez, juste un petit truc. Imaginez, par exemple, si ces 40 milliards d'euros avaient servi à quelque chose de vraiment constructif. Je sais pas, par exemple, une transition écologique. Ça aurait pu être une belle amorce. Hein. Imaginez le nombre je sais pas, le nombre d'emplois que ça aurait créé, d'emplois indirects et directs. C'est une transition, évidemment, par l'investissement public. Parce que de toute façon, c'est très bien que les entreprises privées, c'est compliqué de leur dire on vous donne de l'argent, mais vous faites ça. En fait, non, on leur dit on vous donne de l'argent. Quoi qu'il en soit, imaginez ça. En fait, non, n'imaginez pas, parce que de toute façon, ça ne va pas arriver. La seule chose que M. Macron propose à l'avenir, c'est de faire un plan de 5 milliards sur la transition agricole. Alors, la transition agricole, en fait, si vous voulez, il souhaiterait que d'ici la fin de son quinquennat, 50% de la restauration scolaire soit bio. Il souhaiterait que le modèle soit plus vertueux, le modèle agricole. Il souhaiterait bien des choses, en fait, M. Macron. Et j'imagine que quand il a fait le CICE, il a souhaité qu'il y ait 1 million d'emplois qui soient créés. Donc, voilà. Enfin, autant vous dire qu'on est bien parti pour qu'il souhaite un CICE écologique. Voilà. Donc là-dessus, c'est uniquement pour le CICE. Donc, M. Falorni a également voté pour la loi Rebsamen, sur l'amélioration de la qualité du dialogue social. Autant vous dire que c'est une amélioration si on passe du patronat. Juste une petite parenthèse très très rapide. Je ne sais pas si vous avez lu 1984 de George Orwell. C'est un petit livre où il explique grosso modo que la société, en fait, la société est arrivée à un tel point que les masses dominantes donnent des mots qui n'ont plus aucune signification, voire même qui ont la signification inverse de ce qui a été, de ce que ça veut dire au réel. Donc juste, quand vous écoutez une loi, réfléchissez-y. Donc nous pourrons noter par contre que M. Falorni a voté contre quelque chose qui concernait une loi d'économie libérale. Pas mal, hein? Eh bien non. En fait, en matière de néolibéralisme, si le néolibéralisme était une religion, M. Falorni serait un apôtre. Parce que si vous voulez, il a voté contre la motion de censure de la loi El Khomri. Et là, on touche quelque chose de grave. Là, c'est vraiment grave. Parce que là, si vous voulez, le code du travail, il a déjà été attaqué plusieurs fois. Mais jamais de manière aussi frontale, aussi agressive, aussi radicale. Et après, c'est nous qu'on traite de radicaux, je précise. Il a donc voté contre le droit du travail. Il a permis à son niveau que le gouvernement fasse passer une loi qui permet de passer outre les pressions syndicales quand on est un patron, de licencier sans cause réelle et sérieuse, et d'annuler le principe même d'heures supplémentaires. On est d'accord que cette loi, il a permis de créer un dumping social dans ce pays, au sein même de la France. Déjà, on avait un dumping social au sein de l'Europe. Maintenant, il va créer un dumping social au sein de la France en rendant encore plus misérables des travailleurs qui ne demandent qu'une chose, vivre décemment de leur métier. C'est tout ce que demandent les gens. Pouvoir arriver à la fin du mois sans se poser la question, tiens, ça fait 15 jours que j'ai plus d'argent. Et ça va continuer comme ça va s'empirer. Ça va s'empirer parce que le CDI, le contrat à durée indéterminée, a été vidé de sa substance. Il ne veut plus rien dire, le contrat à durée indéterminée. Enfin, quoi que si on y pense, maintenant, il n'a jamais aussi bien porté son nom. Cette loi, elle a encouragé l'esclavage faussement rémunéré. Elle refuse le principe de dignité même aux citoyens de ce pays. Un gouvernement qui montre ce type de loi n'est pas socialiste. Un député qui ne dénonce pas ce type de loi n'est pas représentatif. Et un homme qui valide ce type de loi n'est pas un humaniste. Alors je sais, vous pourrez être
un petit peu déroutés par le terme humaniste. Je rappelle que selon le Larousse, l'humanisme est une philosophie qui place les êtres humains et les valeurs humaines au-dessus de toutes les autres valeurs. Dont acte. Et si on doit être choqué par des termes, soyons choqués par le terme charge. Hein? Les charges, c'est pas des charges, c'est des cotisations. C'est du salaire mutualisé. C'est ce qui nous permet d'éviter de penser comment on va réussir à payer notre docteur, comment on va réussir à notre accident du travail, comment il va être payé. C'est la sécurité sociale, ça, c'est pas des charges, c'est des cotisations. Bon, je vous fais un dernier petit plaisir. La loi El Khomri s'appelle Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Bon, je tiens au passage à noter que M. Macron, futur président autoproclamé, veut finir de détruire le Code du travail par ordonnance, donc sans en référer au Parlement. Sans en référer, c'est faux. Il peut en éviter la lecture, c'est-à-dire qu'il peut empêcher que le Parlement fasse une lecture. Il peut le mettre directement, on va dire, le faire passer directement. Mais pour que ce soit appliqué, il faut que ce soit validé par l'Assemblée nationale. D'accord? C'est ça une ordonnance. Ne vous laissez pas tromper. Le combat qu'on mène aujourd'hui, c'est pas un combat Don Quichotte. Là, on est vraiment en train de dire, si on a, par exemple, si on a 185 députés plus 4,5 millions de personnes, on peut demander un référendum pour une constituante. 185 députés, c'est loin d'être impensable. On verra qui est-ce qui sera révolutionnaire maintenant. Donc voilà pourquoi on est là. Ces politiques économiques dont Valls, Macron, Hollande sont les meilleurs ambassadeurs, ben c'est ça les causes qui font monter le Front National. C'est ça, enfin, quand on se dit de gauche, d'accord, on défend des valeurs de gauche, on est d'accord? Parce que oui, il y a des valeurs de gauche. On en a parlé, j'en parle depuis je ne sais combien de temps. On est d'accord là-dessus. Et quand un gouvernement de gauche, les représentants de gauche, agissent contre ces valeurs, eh bien il faut monter l'incompréhension, il faut monter l'indignation, il faut monter la colère, il faut monter le Front National. Parce qu'on ne peut pas tout juguler, hein, on est d'accord? Parce que nous on est des humanistes. Nous on veut combattre le Front National sur le terrain des idées, sur le terrain, sur la rue. Nous on est dans la rue, on est toujours en train de dire, j'ai 3, 4, 5 personnes qui sont venues me voir, qui m'ont dit, vraiment toute fière, hey, j'ai réussi à, juste en lui disant notre programme, j'ai réussi à faire d'un mec qui voulait voter FN et se refermer sur lui, un mec qui s'est dit, oh putain c'est intéressant en fait. C'est pas que les gens qui votent le Front National sont tous des racistes, xénophobes et homophobes. C'est juste qu'on leur a donné comme seule alternative le Front National. Et que derrière, on met en parallèle l'extrême droite et l'extrême gauche. Mais nous, on n'a jamais utilisé ce parti de la haine pour se garantir une place au soleil. Nous. Et nous, on lutte toujours au quotidien contre les raccourcis stupides de la famille Le Pen. Parce que nos valeurs, elles sont écrites sur le fronton de nos mairies. Liberté, égalité, fraternité. Et que je tiens à préciser encore une fois que M. Macron est notre adversaire politique. D'accord? Madame Le Pen est notre ennemi politique. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Après, le reste vous appartient. Bon, je termine. Nous sommes des insoumis. Nous lutterons coûte que coûte. Quelle que soit l'injustice qui se présente devant nous, nous la combattrons. Et nous mettrons tout ce qui est en notre pouvoir pour la voir disparaître. Nous ne sommes qu'une partie du peuple. Nous ne sommes pas représentatifs de toute la population. Eh bien, soit, c'est pas grave. De toute façon, les avancées sociales ne se sont faites
qu'avec une minorité active. Et nous sommes actifs. Et nous serons actifs. Et nous ne laisserons jamais passer la moindre loi scélérate, inhumaine, sans que nos pieds ne battent les pavés et que nos voix crient à l'unisson, dans la rue comme au Parlement, résistance. J'ai assez parlé, la parole est à vous.